Nous invitons à rêver avec un petit garçon des aventures qui l'attendent au parc Euro Disney. Ouh là là, c'est reparti. Il va y avoir tout vu, mais... J'ai plutôt l'impression qu'on en est qu'au début. Joyeux Ok, et du coup avec ça comme vidéo promotionnelle, on se demande encore pourquoi Euro Disney était un échec complet le jour de l'ouverture. Let's go! Yo les bullshitters. Alors malgré le titre de la vidéo, je ne suis pas là pour cracher à la gueule gratuitement de Disneyland Paris. Donc les Disney fans nazis, retirez tout de suite votre pouce rouge et gardez votre frustration pour un truc très utile, du style aller harceler Hailey Bailey sur Twitter par exemple. Vous êtes très doués pour ça. Non, aujourd'hui on va pas cracher à la gueule de Disneyland Paris, on va se moquer de Disneyland Paris. C'est pas exactement pareil. Parce que faut dire que depuis la conception du projet, la Walt Disney Company a vraiment merdé et ça serait dommage de pas en rire un petit peu. Hein. Donc sans perdre un moment de plus, laissez-moi vous raconter la tragique backstory de Disneyland Paris. Ou Euro Disney, ça s'appelait comme ça avant. Il y a très longtemps, en 1992, naissait Euro Disney. Et avec ce parc, la promesse d'un tout nouveau type de divertissement en Europe et la venue de Mickey et de ses amis dans notre bel hexagone. Michael Eisner, grand patron de la Walt Disney Company, était sûr de la réussite de ce projet. Il avait après tout choisi comme emplacement Paris, la plus magnifique ville au monde, avec en plus un réseau de transport fiable et des riverains charmants et facilement satisfaits. Les Parisiens, les Français et toute l'Europe seraient à coup sûr ravis d'accueillir un parc comme Disneyland sur le vieux continent. Parce que quel genre d'être triste, amer et sans cœur pourrait ne pas apprécier le monde magique de Disney? Les Français, jamais contents, c'est bien vrai. Niveau culture, on est les rois, Mickey vaut rien face à M. Pokora. Votre château, c'est mignon, mais c'est bon, on va pas faire collection. La cuisine au beurre, c'est la meilleure, on veut pas de vos hamburgers. Chez vous on chante, chez vous on danse, mais ici les ricains, c'est la France. Nous amuser, c'est pas dans notre ADN. Premier consommateur, tu l'as ça remonte. Merci pour le débarquement, mais la vie de foutez le camp de la France, c'est la France, c'est la France. Bon, mais avant de parler des raisons de l'échec d'Euro Disney, on va un petit peu resituer le contexte avant. Alors faut savoir que construire un parc Disney en France était assez symbolique pour la Walt Disney Company, surtout pour Walt Disney qui avait des rapports assez étroits avec la France. Déjà de par ses ancêtres qui étaient originaires d'Isigny-sur-Mer en Normandie. Disney, d'Isigny, vous voyez le truc. Et c'est après avoir projeté 1h30 de court-métrage animé en plein cœur des Champs-Élysées, histoire de prouver que oui, on peut regarder plus d'une heure de dessin animé d'affilée, qu'il a eu enfin le feu vert de la part des États-Unis pour réaliser Blanche-Neige, l'un des premiers longs métrages animés de l'histoire. Donc sans la France, en gros on n'aurait pas eu Disney. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Donc même si Paris était en compétition avec d'autres villes européennes pour l'emplacement du parc Disney, c'était un peu dans la suite logique des choses qui se retrouvent finalement en France. Sauf que les parcs à thème et la France, à l'époque, c'était pas trop ça. Dans les années 90, il y en a pas mal qu'on fait faillite. Donc ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à Disney, ils auraient pu se dire oh non finalement on va pas le faire là notre parc. Sauf que Michael Eisner, le patron, bah il s'est dit French, excuse me, yeah. Le problème, c'est que vous savez pas faire le show. Mirapolis, right? Mirapolis, c'est le nom de le parc. Il s'est pété la gueule. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas les parcs, c'est parce que vous savez pas faire. Mais nous les Américains, on va vous montrer comment on fait le show à l'américaine et comment on construit un parc à thème. Parc à thème. Parc à thème? Parc à thème. Pour vous donner une idée, il y a 25 000 personnes qui sont pointées le jour de l'ouverture alors qu'ils en attendaient 500 000. 500 000 contre 25 000, c'est même pas le tiers de ce qu'ils attendaient. Enfin si c'est peut-être le tiers, j'en sais rien, je suis pas très bonne en maths, mais enfin c'est pas beaucoup. Pourtant la Walt Disney Company avait vu grand pour Euro Disney. Avant même l'ouverture du parc, il y avait déjà 3 parcs de prévus, dont un qui devait ouvrir en 95. Comment on peut échouer à ce point? Il s'agissait de MGM Studios Europe, inspiré de MGM Studios en Floride, qui se nomme maintenant Hollywood Studios, pour ceux qui connaissent. Ça aurait donc dû être centré sur le cinéma, sur comment fonctionne un film, sur la visite de vrais plateaux de tournage, etc. Bien plus tard en 2002, le parc secondaire a fini enfin par ouvrir sous le nom de Walt Disney Studios, dans une version mais pas du tout aboutie, qui aurait bien mérité quelques années de préparation en plus. Faut dire que Disney aussi avait la pression d'ouvrir un deuxième parc avant 2002, sinon il perdait le territoire et du coup on n'aurait jamais eu de deuxième parc quoi. Quant au troisième parc, il aurait dû être une copie de Epcot en Floride, donc centré sur le futur, les nouvelles technologies et la découverte du monde, ben on l'entend encore. Hein.
Et c'est pas fini, l'échec incroyable de Disneyland Paris a entraîné une sorte d'effet boule de neige qui s'est répandu sur l'ensemble de la Walt Disney Company partout dans le monde dans les années 90-2000. Mais avant de passer au reste du monde, on va d'abord s'intéresser à Disneyland Paris, puisque c'est ce qui nous concerne le plus quand même. Si vous avez déjà eu la chance de visiter des parcs Disney à l'étranger, vous aurez peut-être remarqué qu'en comparaison, notre cher petit Disneyland Paris, il fait un petit peu vide. Et c'est parce que le trou budgétaire immense que son échec a laissé n'a pas permis à Disney de construire ce qu'il avait initialement prévu dans le parc. Pour vous faire une idée, la prochaine fois que vous irez à Disneyland Paris, allez jeter un coup d'œil au plan prévisionnel du parc qui se trouve à City Hall sur Main Street. Vous verrez qu'il y avait à la base une attraction sur la petite sirène et sur la Belle et la Bête qui était prévue et qu'on n'a jamais vu, enfin du moins pas à Paris. Et puis comment parler des projets abandonnés sans mentionner Discovery Mountain. Discovery Mountain ou Discovery Mountain aurait dû être le joyau de Discoveryland et même du parc entier. C'était une énorme montagne entièrement inspirée de l'univers de Jules Verne qui aurait compris plusieurs attractions tout droit sorties de ses œuvres. Bon, Space Mountain et le Nautilus qu'on a fini par avoir mi-année 90 pour relancer un peu le parc, mais aussi une attraction de type chute libre un peu comme la Tour de la Terreur, des restaurants et un dark ride. Mais bon, ces projets abandonnés là, la plupart des gens les connaissent et ce n'est que la partie immergée de la montagne. Et oui, parce que Disneyland avait prévu plein d'autres trucs qu'ils ont complètement déprogrammés parce qu'ils sont très vite rendu compte que ça serait pas réalisable même avec la meilleure magie Disney du monde. Splash Mountain, Jungle Cruise, Grizzly River Run, 3 attractions qui avaient à un moment été prévues pour Euro Disney mais qu'on attend encore. Alors après, il y a d'autres facteurs que l'argent qui ont contribué au fait que ces projets n'ont jamais été réalisés, notamment la météo, vu que ce sont 3 attractions d'eau d'extérieur et qu'à Paris, il fait pas tout le temps beau et chaud quoi. Et en parlant d'eau, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lava Lagoon? Alors comme je vous ai dit, à la base, Disney était hyper ambitieux et avait donc prévu 3 parcs pour le resort parisien. Le parc principal, MGM Studios Europe et une sorte d'Epcot. Et pour compléter tout ça, ils voulaient aussi construire un parc aquatique nommé Lava Lagoon. Ça aurait été un petit projet selon eux, un petit projet secondaire. Et si c'était ça des petits projets pour eux à l'époque, faudrait peut-être qu'ils en fassent plus souvent maintenant. Lava Lagoon avait pour but d'attirer surtout une clientèle étrangère et il aurait dû ouvrir avant l'an 2000, juste après Discovery Mountain et le parc MGM Studios Europe. Mais le projet a été mis de côté dès 93 vu que le manque de fréquentation du parc a vite fait revenir Disney sur Terre. Et aujourd'hui l'emplacement qui était prévu pour Lava Lagoon est occupé par les villages nature, qui ne marchent pas non plus très bien. Voilà, donc ça c'était Disneyland Paris, passons maintenant aux autres parcs. On va déjà commencer par les 2 parcs Disney de Californie qui ont le plus souffert après Disneyland Paris. En 91, la Walt Disney Company annonce comme projet de construire un second parc au resort californien, et étant donné la popularité d'Epcot en Floride, ils avaient donc pensé, tout comme à Paris, de s'inspirer d'Epcot pour ce second parc sous le nom de Westcott. Westcott parce que ce serait l'Epcot de la côte ouest. Voyez. Et Westcott était déjà bien planifié, il y avait même des landes, des pavillons et des attractions prévues. Sauf qu'après le fail d'Euro Disney, la Walt Disney Company a vite réalisé qu'il n'avait plus le budget pour un parc aussi ambitieux et a complètement annulé Westcott pour le remplacer par California Adventure, qui a du coup beaucoup souffert du manque de budget pendant ses premières années d'exploitation. En gros, il y avait très peu d'attractions et pratiquement que des boutiques et des restaurants, histoire de bien pousser la consommation et de grappiller un petit peu d'argent. Sauf que les gens n'ont pas été dupes et ont vite boudé le parc. Mais le souci, c'est que Disney n'avait toujours pas de budget à cause de l'échec de Disneyland Paris, et du coup ils n'ont pas pu reconstruire le parc pour essayer de lui donner plus de gueule et que ça ressemble plus à un parc Disney qu'un attrape-touriste. Et cerise sur le gâteau, les quelques attractions qu'il y avait à Disney California Adventure n'étaient pas du tout appréciées du public, comme Superstar Limo qui reste actuellement l'une des pires attractions que les parcs Disney aient connues. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que je ferai une vidéo dessus un jour, mais sachez que c'était vraiment, mais vraiment de la grosse merde. Autre bon gros fail californien causé par l'échec d'Euro Disney, c'est Tomorrowland 2055. Alors pour ceux qui le savent pas, dans les parcs américains, ils ont pas Discoveryland, ils ont Tomorrowland. Bon, c'est un peu l'équivalent, sauf que c'est basé sur une vraie vision du futur, alors que nous c'est du rétrofuturisme fictif. C'est un peu le même délire que le Futuroscope. Et tout comme le Futuroscope, le gros problème de Tomorrowland, c'est qu'il se fait sans cesse rattraper par la technologie, et donc faut tout le temps l'updater pour que ça reste à peu près fidèle à la vision qu'on a actuellement du futur. Genre quand on voit ces grands buildings blancs, on sent que ça a été fait dans les années 50, parce que si ça avait été notre vision du futur actuel, le land ça aurait été ça. Bref, du coup, dans les années 90, Disney lance le projet Tomorrowland 2055 qui aurait pour but de transformer le land en station spatiale futuriste et surtout fictive, où les humains interagisseraient avec les aliens. Plus de crainte de se faire attraper par les progrès de la technologie vu que ça n'existe pas. Le land aurait dû avoir au moins 3 nouvelles attractions. Alien Encounter, une attraction assez dark inspirée vaguement du film Alien, The Timekeeper, une version revisitée du Visionarium qu'il y avait à Disneyland Paris avant Buzz, et Rocket Road. Il n'y a que Rocket Road qui a été construite, et c'était pas une réussite. Au final, Tomorrowland 2055 n'a jamais pris son envol et à la place, Michael Eisner, le patron, a décidé de simplement repeindre Tomorrowland aux couleurs de Discoveryland dans un faible espoir de le rendre un peu plus steampunk. Mais laissons un petit peu de côté le parc californien et intéressons-nous à celui de Floride et plus particulièrement à Disney Hollywood Studios.
Alors les enfants, est-ce qu'il y a des fans de Roger Rabbit parmi vous? Bon, Qui veut la peau de Roger Rabbit a été un énorme succès en 88, si bien que Disney a évidemment voulu l'exploiter dans ses parcs, vu qu'ils avaient une partie des droits du film et que le parc Hollywood Studios dédié au cinéma s'y prêtait parfaitement. Sauf que pas d'argent, pas de land, et pas de land, pas de land. Et enfin, 2 derniers gros projets qui se sont cassés la gueule à cause de l'échec d'Euro Disney, Fire Mountain et Bald Mountain, qui auraient dû voir le jour pour rivaliser avec l'arrivée du nouveau parc Universal de l'époque en Floride, Island of Adventure, dont on a déjà parlé d'ailleurs. Alors, ces 2 attractions sont restées au stade de grosses rumeurs pendant plusieurs années à Magic Kingdom en Floride, avant d'être complètement malheureusement mises aux oubliettes. Ça a commencé après la fermeture définitive d'attraction 20 milieux sous les mers en 94, qui a donc laissé tout un emplacement du parc vide. L'idée d'un land derrière Fantasyland consacré aux méchants Disney a alors émergé. Ce land absolument énorme se serait appelé Dark Kingdom ou Shadow Kingdom et aurait eu une seule et unique attraction nommée Bald Mountain. Bald Mountain aurait invité les visiteurs à embarquer sur le Styx dans un décor inspiré d'Hercule, pour finalement rencontrer les méchants Disney en train de comploter pour prendre le contrôle du parc. Et quant à Fire Mountain, il aurait dû se trouver derrière Adventureland et s'inspirer à la fois de Jules Verne, encore lui, et d'Atlantide. Je pense que ça m'aurait plu. Bon, maintenant qu'on a vu les échecs qu'a provoqué Euro Disney, on va se poser la question: pourquoi ça a échoué à la base? Alors, j'ai peut-être pas la réponse, mais il y a plusieurs facteurs. Bon alors déjà, quand les présentateurs de ton show d'ouverture c'est Jean-Pierre Foucault et David Hallyday, faut pas trop t'étonner que ça foire, hein. À Astérix, ils avaient pris Plastic Bertrand pour faire leur promo, et ça s'est pas pété la gueule, c'était très bien. Ça va faire mal, ça va donner la bagarre. Bon, je plaisante. Non, le vrai problème, c'est que les Américains, ils avaient sous-estimé un petit mini mais pourtant si crucial léger petit détail. On est français. Et qu'est-ce qu'on aime, nous les Français? On n'est jamais content et feignant. Voilà, on n'est pas content, on est révolutionnaire et on ne laissera pas ces cow-boys obèses et incultes envahir notre beau territoire français. Du coup, on a un petit peu boycotté le parc parce qu'on ne voulait pas céder à la culture américaine. Donc, au lieu d'essayer d'être intelligent et de trouver un compromis avec nous parce qu'ils voyaient très bien qu'on n'était pas prêt à céder certaines valeurs françaises, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont rajouté une couche et ils ont essayé de nous imposer certaines règles liées au travail. Du style, tu dois porter un certain type de maquillage ou un certain type de coiffure ou pas de barbe au travail. Et vous savez comment on réagit, nous les Français, quand on touche aux lois du travail? Donc pour calmer un petit peu le jeu, les Imagineers d'Euro Disney ont décidé d'incorporer des éléments de la culture française dans le parc. Par exemple, au lieu de la fée Clochette, on a Mimi Mati. Et à la place de Mickey, on a Michel Drucker. Mais malgré toutes ces belles tentatives, Euro Disney n'a toujours pas réussi à attirer les franchises. Et le jour de l'ouverture, comme on a vu tout à l'heure, il y avait très peu de monde. Alors la première raison, c'est qu'à la radio, ils ont dit qu'il y aurait plein d'embouteillages, du coup les gens sont pas sortis. Et la deuxième raison, c'est que c'est quoi l'autre moyen de la Disneyland quand on veut pas prendre la voiture? C'est le RER A. Et qu'est-ce qu'il faisait le RER A le jour de l'inauguration de Disney? Eh ben il était en grève, comme d'habitude. Et voilà, parce que la RATP, elle en a rien à foutre de la magie de Disney. La grève, c'est la grève. Putain, on est tellement cliché, ça fait peur. Et puis Euro Disney a aussi fait l'erreur de miser plus sur la thématisation et l'ambiance que sur les attractions en elles-mêmes. Il y a qu'à voir Adventureland, il y a genre 2 attractions, mais par contre niveau exploration c'est vraiment génial. Du coup c'est clair, on a un super beau parc, hein. Disneyland Paris est souvent considéré comme le parc le plus beau avec Tokyo Disney Sea. Il suffit de voir notre superbe château ou Discoveryland ou même Frontierland. Sauf que les Français, malgré tout leur délire sur la beauté, l'esthétisme, la French touch et tout ça, ils en avaient rien à foutre d'avoir un beau parc avec un thème élaboré, ils voulaient juste leur dose d'attraction. Mais même encore aujourd'hui, demandez à n'importe quelle personne qui est pas forcément un grand fan de parc à thème et il vous dira qu'il va à Disneyland uniquement pour faire quoi? Space Mountain, la Tour de la Terreur, Indiana Jones et Feu Rock'n'Roller Coaster. Et si vous avez de la chance, il rajoutera même un petit de toute façon Disney c'est naze, c'est pour les enfants. Voilà donc tous ces éléments pour expliquer partiellement l'échec d'Euro Disney qui est du coup devenu Disneyland Paris en 94. Mais au fil des années, Disneyland Paris a redoublé d'efforts pour arriver au moins au même seuil de qualité que les autres parcs américains. Surtout après la série de rénovations qui ont eu lieu dans les années 2010 pour les 15 ans du parc. Parce que dans les années 2000 c'était un peu la traversée du désert. Hein. Aujourd'hui c'est la première destination en Europe et le 5e parc à thème le plus visité au monde. Et même s'il n'est toujours pas aussi rentable que le voudrait la Walt Disney Company, au moins ce n'est plus la source d'une série d'échecs comme c'était le cas avant. Honnêtement, pour avoir visité les parcs américains, je trouve que ce qui manque vraiment actuellement à Disneyland Paris, ça serait des animations de rue plus fréquentes et des personnages plus accessibles, ce qui rendrait le parc un peu plus vivant. Et je pense qu'il serait peut-être temps aussi d'ajouter une nouvelle attraction au parc principal, parce qu'en soi on n'a rien de nouveau depuis 95 avec Space Mountain, si on compte pas les rénovations ou les remplacements. Non, mieux, on appelle Universal et on leur dit que c'est bon, l'Europe est rentable, Disneyland ça marche bien, tout ça, ils peuvent faire un parc en Europe. Ouais, ça serait bien ça, parce que j'en ai un peu marre d'aller à l'autre bout du monde dès que je vais aller à Universal. Je devrais pas avoir à me taper 12 heures d'avion pour faire une attraction préférée. Ils devraient construire une attraction sur la momie en France. Au parc Astérix par exemple, il y a déjà un land sur l'Egypte, ils ont qu'à, je sais pas, ils ont qu'à céder leurs droits de la momie à Goscinny, Uderzo, je sais pas qui là, et comme ça ils construisent une attraction de la momie juste à côté d'Osiris, ça serait parfait, ça serait très beau, et comme ça je pourrais faire la momie quand je veux. Je veux juste faire la momie quand je veux, putain, c'est tout ce que je demande.
Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant c'est le moment gênant, je vous demande de mettre des pouces bleus et de partager la vidéo et de mettre des commentaires et de vous abonner. Et j'ai l'impression de vendre mon âme à YouTube quand je fais ça, ouais. Et un grand merci surtout à Komikai et à Benoît Larocque pour nous avoir laissé un don sur notre Tipeee. Oui, parce qu'on a un Tipeee, donc si vous voulez qu'on cite votre nom à la fin d'une vidéo, bah vous pouvez nous laisser un peu d'argent sur Tipeee. Voilà, c'est 5 € pour avoir un name drop, c'est pas mal quand même. Ok, salut!